Salut Internet, on est une chaîne qui s'appelle Le Mock et on y parle de littérature classique. Cette année, on a 3 formats principaux. On réfléchit sur l'actualité avec des vieux bouquins, on met en musique des poèmes bien cool de Charles Baudelaire, et on résume les classiques avec un ton plutôt léger en vous les expliquant pour vous permettre de les lire. Voilà, on vous laisse avec Doc7. Merci les mecs, ça fait un moment que je me dis que je dois passer votre salut internet, donc j'en reparle à la fin de la vidéo. Aujourd'hui on va pas simplement parler de bateau, je vais pas vous dire quel est le plus grand bateau de l'histoire, quel voilier a gagné telle course, non, vous me connaissez maintenant, j'adore aborder le côté insolite des choses et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On commence directement avec mon deuxième bateau et ma deuxième histoire maritime préférée. Et il faudra attendre la première place de ce classement pour connaître mon numéro 1. Le Beagle est le bateau sur lequel Darwin a embarqué pendant plusieurs années. De base, l'expédition avait pour but de mieux cartographier la côte sud et ouest de l'Amérique du Sud, mais au début, Darwin n'avait aucun rôle scientifique dans l'histoire. Il fait partie de l'expédition uniquement pour tenir compagnie au capitaine, qui avait peur de se sentir seul et de n'avoir personne d'assez éduqué à bord avec qui converser. Ce n'est que petit à petit que Darwin prend un rôle de naturaliste en observant et en étudiant tout ce qui l'entoure. Les peuples, les animaux, les plantes, les formations géologiques. Le voyage est assez fou. De 1831 à 1836, le bateau passe par le Cap-Vert, fait tout le tour de l'Amérique du Sud, passe par Tahiti, l'Australie, le sud de l'Afrique, avant de rentrer finalement en Europe. C'est pendant ce voyage, et à force d'étudier et de collecter des milliers de spécimens de fossiles, d'animaux et de plantes, que l'idée de la théorie de l'évolution commence à germer dans le cerveau de Darwin. Enfin bon, vous devez le sentir, c'est vraiment un mec que j'admire, il a même pas 23 ans quand il embarque. Il sait que c'est le voyage de sa vie, qu'il va faire le tour du monde, et YOLO quoi. Il étudie tout ce qu'il voit, il note tout, il s'informe auprès des populations locales, et tout seul, il développe dans son coin une théorie qui remet absolument tout en cause. Je te rappelle qu'à l'époque, on est full église catholique, Dieu qui a créé tous les êtres vivants, qui a aucune évolution depuis le début, il fallait des balls quand même. Cet homme, cette expédition et ce bateau me font clairement rêver. J'aurais tout donné pour faire partie de ce voyage. D'ailleurs, dans la foulée, il a publié plusieurs bouquins, mais s'il y en a un que je dois vous conseiller, c'est Le Voyage du Beagle. C'est une espèce de carnet de voyage où il retrace et où il note tout ce qu'il vit. Je vous mets un petit lien en description, franchement c'est une tuerie comme bouquin d'aventure. Voici les 3 plus vieux bateaux qu'on ait retrouvés dans le monde. Celui-ci aurait à peu près 8000 ans et a été retrouvé au Nigeria, un simple canoë taillé dans un tronc comme on en utilise encore maintenant. C'est le plus vieux bateau retrouvé sur le continent africain. Sinon, le plus vieux bateau tout court, qui lui a plus de 10 000 ans, est la pirogue de Pess, et a été retrouvé aux Pays-Bas pendant la construction d'une autoroute. Ok, ça ce sont les 2 plus vieux bateaux connus, mais c'est le 3e dont je voulais vous parler, la barque solaire de Khéops. Elle a été retrouvée dans une fosse au pied de sa pyramide, complètement démontée, mais en parfait état avec même encore ses cordages. C'est-à-dire que les scientifiques l'ont remontée et c'était parfait. La barque, ils auraient pu la poser sur l'eau, elle flottait tranquille. Et on parle d'un bateau qui a 4500 ans. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, mais il s'agit donc d'une barque solaire qui est un bateau ultra symbolique chez les Égyptiens. C'est notamment le dieu soleil qui passe ses journées dessus. Elle a donc été enfouie avec le pharaon pour qu'elle lui soit utile dans sa vie après la mort. C'est vraiment stylé de se dire que un des plus vieux bateaux qu'on ait retrouvé soit déjà dans un aussi bon état et ait surtout autant de symbolique. Je pense qu'avec toutes mes vidéos, tu commences à saisir que je suis plutôt passionné par les grands explorateurs. Les gens qui, à leur époque, ont eu les cojones de partir à l'aventure dans des lieux inconnus, juste pour être les premiers à découvrir quelque chose. Et parmi tous ces gens, il fallait que je cite Magellan, et surtout l'un de ses bateaux, la Victoria. Magellan, il fait pas les choses à moitié. Il part en août 1519 avec 5 bateaux et 236 hommes d'équipage pour faire le tout premier tour du monde. Ça n'a jamais été fait. En même temps, je te rappelle que les Européens ont découvert l'Amérique il y a même pas 30 ans. Mais Magellan, il a peur de rien, il est persuadé que si tu descends assez bas en Amérique, en longeant la côte Est, tu vas finir par tomber sur un passage qui permet de rejoindre l'océan Pacifique et donc les Indes. Et voilà, je pourrais faire une vidéo entière sur cette aventure tellement il y a eu de rebondissements. Un premier bateau qui s'échoue sur la côte américaine, une mutinerie qui a lieu sur un deuxième bateau qui rebrousse donc chemin vers l'Espagne. Et quand finalement Magellan et ses hommes arrivent aux Philippines, il ne reste plus que 3 bateaux, les hommes n'ont plus rien à manger depuis des jours, et ça sent pas bon pour l'expédition. Magellan
en plus, il a une petite envie de se friter avec des autochtones qui savent bien se défendre malheureusement pour lui, et il meurt d'une flèche empoisonnée. Finalement, il reste si peu d'hommes d'équipage qu'un des 3 bateaux est coulé, impossible de le piloter, et sur les 2 derniers, un nécessitera des réparations, et c'est pour ça que seul le Victoria finit par arriver en Espagne avec à bord 18 personnes. Au début, ils étaient 236 sur 5 bateaux, à la fin ils sont 18 sur la Victoria, qui pour le coup est un vrai bateau de légende. D'ailleurs, pareil que pour le Beagle, j'ai dévoré le bouquin qui retrace toute l'histoire, je vous mets tout ça en description. Je voulais vous parler d'au moins un bateau célèbre de la Seconde Guerre mondiale, et j'ai longtemps hésité. Est-ce que je vous parle du Yamato, le plus gros cuirassé japonais qui faisait flipper tout le monde, ou alors le Bismarck, son équivalent allemand qui faisait régner la terreur dans l'Atlantique Nord? Mais non, je préfère largement vous parler de l'USS Missouri. Niveau symbole, on est plus proche de la colombe que de la violence. Alors déjà, chose marrante à l'époque, tous les destroyers américains avaient comme nom un état américain. Là je parle du Missouri, mais il y avait aussi l'Arizona, le Wisconsin, le Kentucky, le New Jersey, etc. Est-ce que t'imagines 2 secondes l'équivalent en France? Eh, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis capitaine sur le destroyer Alpes de Haute-Provence. Bon, blague à part, c'est sur le Missouri qu'ont été signés les accords de la capitulation du Japon, mettant une fin officielle à la Seconde Guerre mondiale. Et parmi tous les signataires, il y avait bien entendu des représentants japonais et américains, mais aussi du Canada, des Pays-Bas, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Chine, du RSS, du Royaume-Uni et de la France en la personne de Philippe Leclerc. Le même Leclerc qui commandait la 2e division blindée qui est entrée à Paris en août 44. Bref, ce bateau est maintenant tout un symbole et surtout c'est un musée qu'on peut visiter directement à Hawaï, à Pearl Harbor, et je peux t'assurer que le jour où je vais à Hawaï, c'est carrément le premier lieu où je vais mettre les pieds. Le Novgorod. Il me semble avoir déjà parlé de ce cuirassé dans une ancienne vidéo, mais je me devais de le citer ici. Ce bateau est clairement candidat à la compétition des pires navires de l'histoire, et pourtant, sur le papier, l'idée était plutôt bonne, et semblait ne présenter que des avantages. Un bateau circulaire, plat, facile à manœuvrer pour positionner rapidement ses canons dans la bonne direction, et pouvant aisément naviguer sur des fonds très peu profonds. Ça a l'air parfait, mais non, dans la pratique, c'est totalement l'inverse. À la moindre houle, le bateau s'inondait et le pont était submergé. Il était terriblement lent à cause de son poids, très difficilement maniable, mais surtout, vu la puissance de son armement, chaque tir le faisait au mieux reculer, mais au pire, tourner sur lui-même. Pour te donner un peu le contexte, il a été conçu par l'Empire russe à la fin du 19e siècle et était stationné à Mykolaiv, une ville bordant la mer Noire et se situant dans l'actuelle Ukraine. Bon, pendant sa courte vie, le Novgorod a quand même participé à un conflit, la guerre russo-turque de 1877-1878. Enfin, participer, ça reste un grand mot, il a surtout fait pas mal de figurations. Et puis, même pas 30 ans après sa mise en service, les Russes se sont dit que, quand même, tout le métal composant ce bateau serait peut-être bien plus utile ailleurs, et voilà, le pauvre Novgorod s'est fait démonter. Il faut que je vous parle de sous-marins. Je sais, ce sont pas des bateaux ou des navires à proprement parler, mais je pouvais pas laisser de côté la magnifique Turtle. Depuis des siècles, les hommes rêvent de fabriquer des machines pour se déplacer sous l'eau, mais niveau exploit technologique, on est quand même limite au même niveau que l'avion. Créer une machine qui permette à un humain d'être à un endroit où, tout seul sans la machine, il mourrait. Et clairement, malgré toutes les tentatives, la Turtle est le premier sous-marin militaire qui arrive à se déplacer convenablement. Bon, c'est peut-être un grand mot, convenablement. Après, on est en 1775, faut pas s'attendre à un truc de fou. C'est une espèce d'œuf dans lequel il y a la place de mettre qu'une seule personne, qui fait déplacer le truc à la force des bras avec des petites manivelles. Mais alors, comment ça, c'est un sous-marin militaire? En fait, sur sa coque, son inventeur, David Bushnell, y avait installé une charge explosive. Waterproof, forcément. Et le but de la Turtle était de se diriger discretos vers un bateau ennemi en mouillage dans un port, de lui forer un petit trou dans la coque et d'y accrocher la charge explosive. Une seule mission de ce type a été effectuée par David, le plus grand challenge étant que le sous-marin avait une capacité, niveau oxygène je parle, de 30 minutes seulement. On est donc en 1776, au début de la guerre d'indépendance américaine. David est pour l'indépendance et lui il a envie de casser de l'anglais. Le 6 septembre, la mission démarre. La cible, le HMS Eagle, un bateau britannique amarré pour la nuit à la Governor's Island, une île de la baie de New York. Comme il peut pas rester longtemps sous l'eau, David se fait remorquer par 2 bateaux mais doit continuer seul pour ne pas se faire repérer. Malheureusement la marée est extrêmement puissante cette nuit-là et il s'épuise pendant plusieurs heures en faisant quasiment du surplace. Finalement, il arrive à s'approcher assez du Eagle, il plonge directement en dessous et il commence à percer sa coque, mais il n'y arrive pas, il pense avoir rencontré un objet métallique de l'autre côté. Dans la foulée, il se fait repérer et il largue sa bombe en urgence pour pouvoir s'enfuir. Un bel échec cette mission, mais voilà, ça reste la première attaque sous-marine de l'histoire, et rien que pour ça, c'était important de parler de cet engin si surprenant.
Ok, le Bounty. Certainement mon bateau et donc mon histoire de bateau préférée. Tout démarre fin 1787. Le Bounty part du Royaume-Uni avec pour objectif de rejoindre Tahiti pour y récupérer des pieds de fruits à pain, qui est un arbre tropical, afin d'en faire des plantations dans les colonies britanniques des Caraïbes. Un navire commerçant quoi le Bounty. Déjà ça commence mal, la traversée se passe vraiment pas bien. Le capitaine traite son équipage avec énormément de mépris, il confisque de la nourriture, il les force à manger des légumes avariés. Ça, plus le fait que la météo ne soit absolument pas en leur faveur, les pauvres voulaient passer par le sud de l'Amérique, mais non, impossible. Ils se rabattent donc sur l'océan Indien et finissent tant bien que mal après des mois et des mois de navigation à Tahiti. Malheureusement, ils arrivent à la mauvaise saison niveau plantation pour les arbres à pain. L'équipage a en plus de plus en plus de conflits avec le capitaine. Par exemple, il y a des cochons qui sont montés à bord, mais les matelots n'ont pas le droit d'en manger. Le capitaine les confisque. Au vu de la situation, 3 marins décident d'abandonner leur poste et de s'enfuir, mais ils sont rattrapés et punis de coups de fouet. Enfin bref, là la mutinerie, franchement le capitaine il l'a limite bien cherché. Sur le chemin retour, le matin du 28 avril 1789, Fletcher Christian lance l'attaque. Il place le capitaine et les marins préférant lui rester fidèles dans un petit canot et prend ainsi possession du Bounty. Sur les 44 marins de base, seuls 25 restent à bord du Bounty qui reprend sa route. S'ensuit toute une série de péripéties qui mériteraient encore une fois une vidéo entière, mais pour faire court, le capitaine et ses hommes restés loyaux arrivent à retourner en fin de compte en Angleterre. Fletcher lui, il repasse par Tahiti pour enlever des hommes et des femmes et déposer certains marins qui non, finalement voulaient plus trop faire partie de l'aventure. Bref, quelques mois plus tard, le bateau accoste à Pitcairn, qui est une île totalement paumée en plein milieu du Pacifique, et forcément c'est l'idéal pour se planquer. À ce moment-là, ils sont 9 membres d'équipage et 20 Tahitiens. Le bateau est coulé dans la baie de l'île Pitcairn et l'ensemble de la communauté commence à vivre une vie paisible sur cette île pleine de ressources. Ouais, mais en moins d'un an, les hommes finissent par s'entretuer. Et finalement, de tous les hommes présents sur l'île, seul un seul mutin, John Adams, arrive à survivre et prend sous son aile les 9 femmes et les 19 enfants restant sur l'île. Aujourd'hui, plus de 200 ans après cette histoire, la cinquantaine d'habitants de Pitcairn descendent presque tous de ce groupe de personnes. Je sais pas vous, mais cette histoire, je la trouve tellement folle. Je rêve, perso, d'aller une fois à Pitcairn. Et en vrai, je sais que je prendrai mon courage à deux mains. Parce que ouais, il en faut du courage. Depuis Paris, il faut déjà aller à Los Angeles, et puis à Tahiti. Et puis de Tahiti, il faut aller à Mangareva, c'est une autre île. Et de là, c'est pas fini, il y en a encore pour 2 jours de bateau. Le voyage d'une vie. Et forcément, si un jour je le fais, vous inquiétez pas que je ramènerai ma caméra. Aujourd'hui, je voulais vous présenter la chaîne Le Mock, qui a fait le salut internet. Bon, ils ont déjà pas mal d'abonnés par rapport à d'autres chaînes que je présente d'habitude, mais je suis trop fan de leur contenu. Ils parlent de littérature, donc d'un sujet à la base qui a l'air un petit peu chiant, mais d'une façon tellement cool. Je veux dire, rien que leurs 3 dernières vidéos, je les ai dévorées. Ils parlent aussi bien des animaux fantastiques dans les bouquins du Moyen-Âge, de comment le livre de poche a amené la lecture chez beaucoup de gens, ou encore du phénomène Jules Verne, clairement un de mes auteurs préférés. Bref, une bonne chaîne de culture comme on les aime, donc hésitez surtout pas à aller leur dire bonjour de ma part. Moi, je fais pas plus long, merci infiniment d'avoir suivi ce vidéogramme, clique sur le thumbs up si t'as kiffé, abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper, et à très vite. Salut internet.